À quand l'efficacité et la précision dans l'agriculture okatongaise? Mesdames et messieurs, voilà donc l'ouvrage qui va tout de suite faire objet de ce énième numéro de Littératura. Comme vous le savez, le livre constitue notre cheval de bataille. Merci de nous suivre à travers le monde. L'auteur est avec moi sur ces plateaux. Il s'agit de messieurs Kabumba Mouyembe Dulin, à qui nous disons bienvenue sur ces plateaux, le plateau du livre. Merci beaucoup. Merci. Alors nous allons brièvement vous présenter. Vous êtes ingénieur agronome au flair aiguisé, brillant chercheur, indépendant et efficace homme de terrain, leader de l'association des ingénieurs agronomes du Congo pour les Haut-Katanga. Vous avez eu à participer à la création de l'Ordre national des ingénieurs agronomes de la République démocratique du Congo. Et vous présidez pratiquement à la destinée de l'ONG I Love Africa Congo. C'est cela. Exact. Alors, dans cet ouvrage, vous nous parlez de votre initiation déjà au jeune âge, à l'agriculture. Exactement. Comment c'est parti? C'est parti, bon, je ne sais pas, c'était comme dans le sang. Mais on me disait que mon grand-père vivait de l'agriculture. Il faisait les potagers, les cultures maraîchères, il faisait la pisciculture aussi. Malheureusement, il est mort quand je venais au monde. Ok. Mais vers l'âge de 13 ans, je crois, mon père m'avait demandé ce que je ferais. J'ai dit que je ferais l'agriculture, agronome. Alors j'ai étudié à l'IDA-PSP, où j'ai eu un professeur, Jano Bakasanda, qui, par un jour, nous a demandé, mais il demandait à chaque élève ce qu'il fera. Moi, j'ai dit que je ferais l'agronomie. Je ne savais pas qu'à Lubumbashi, il n'y avait pas d'agronomie, mais j'ai dit ça comme ça. Et à la faculté de sciences agronomiques de Yangambi, où j'étudiais l'agronomie. Et donc, vous êtes passionné de ce que vous faites. Bon, c'est un peu comme ma vie. Hein. Je ne me sépare pas du vert, qui est ma couleur préférée, qui est la couleur de l'agriculture, de l'élevage aussi, de la pêche, de la pisciculture, et de toutes les disciplines attachées à l'agriculture. Et on se rend compte que c'est un secteur qui n'attire pas un grand monde au regard de cet espace dans lequel nous vivons. C'est beaucoup plus le minéraire, mais vous avez un penchant vers l'agriculture. Malheureusement, c'est comme ça n'a pas été suffisamment vulgarisé. Parce que tous les gens que vous voyez qui passent sur la route doivent manger, ils dépendent de l'agriculture. Et si on ne fait pas l'agriculture ici, nous sommes obligés de sous-traiter notre agriculture à la Zambie. Donc nous, on paye les Zambiens pour qu'ils cultivent pour nous. On paye les Sud-Africains pour qu'ils cultivent pour nous. Entre-temps, nous ne cultivons pas. Et c'est en train de filer. On devait déjà nous mettre dans la préparation de l'après-mine. On ne l'a pas fait parce que ce sont les mines qui apportent l'argent. On devait déjà capitaliser et développer d'autres économies alternatives aux mines. On risque d'être surpris, on n'a pas de minerais. Et ça sera des la vie risquerait de s'arrêter sans agriculture. Oui. Alors vous vous interrogez à quand l'efficacité et la précision dans l'agriculture okatongaise. Exactement. Pourquoi cette question vous taraude l'esprit? Vraiment. Bon, nous, on a été formés par l'État pour subvenir à l'alimentation de la population congolaise. Dans le temps, c'est l'État qui prenait en charge nos études, si on peut le dire comme ça. Parce que moi, j'ai payé mes études avec la bourse de l'État. Donc l'État a pris en charge ma formation, c'est pour que je puisse, en retour, lui faciliter la tâche de nourrir sa population. Mais quand je vois ce qu'on fait comme agriculture, il y a beaucoup d'efforts que nous faisons. Il y a beaucoup d'argent qu'on essaie de mettre sur l'agriculture, malgré que ça ne tient pas, mais souvent, c'est sans calcul. Donc les difficultés sont énormes pour l'émergence de ces secteurs verts. Oui, exactement. À l'époque belge, quand les Belges sont venus ici, ils ont essayé de faire l'agriculture. Ils ont trouvé beaucoup de contraintes liées à la production agricole. C'est ainsi qu'ils ont mis en place l'Institut national de recherche sur l'agriculture, l'INEAC d'abord, pour commencer à comprendre pourquoi on ne produit pas assez, pourquoi on ne produit pas suffisamment. Ils ont compris ça, c'était dans les années
1933, avec le roi Albert de la Belgique. Donc ils ont déjà compris qu'il fallait des études pour l'agriculture. Et surtout dans notre contexte où on a beaucoup de minéraux, le sol demande une compréhension, les cultures demandent une compréhension. Il faut avoir un langage avec l'agriculture. L'agriculture ne peut pas se faire comme ça, tu te réveilles le matin, tu fais l'agriculture. Vous parlez de quelle agriculture industrielle ou juste pour voilà, un nombre restreint d'individus? Bon, l'agriculture que nous voulons promouvoir le plus, c'est l'agriculture paysanne. Si on peut arriver à ce que chaque paysan fait seulement 60 arts, on n'aura pas de problème d'importer la nourriture. Si les paysans peuvent être soutenus et avec une bonne compréhension de l'agriculture et une efficacité dans leur production, on peut résoudre beaucoup de problèmes. On n'exclut pas les industriels qui sont aussi importants. À leur niveau, ils peuvent intervenir. Mais là, ça sera plus pour capter des devises qu'on a besoin. Donc, on peut exporter et avoir beaucoup d'argent sur l'agriculture. Dans ces livres-là, il y a une page où je parle du budget qu'on a fait annuellement sur l'agriculture. C'est pas moins d'1 milliard. Hein? C'est pas moins d'1 milliard. Et quelquefois, tu verras que les mines n'arrivent même pas là. C'est énorme. C'est énorme. Et pourquoi ça n'impacte pas? Pour ce que c'est pas intéressant, parce que la science, actuellement, notre comportement actuellement, ne répond pas aux contraintes de la production. Attendez, je vous donne un exemple. Quelqu'un qui fait le maïs, il fait les Seedco 719, parce qu'ici on importe tout. Les Seedco 719, il met l'engrais, il met tout, il fait 1 hectare. Et sa production, c'est toujours autour de 3 tonnes. Mais le Seedco est sélectionné à 12 tonnes. 3 sur 12, tu verras, il a fait presque 30% de production. Des intrants qu'il a utilisés. L'intrant est efficace, mais les techniques ne suivent pas. Donc il investit sur 1 hectare, mais il va récolter théoriquement sur 30 arts. Donc il perd. C'est là où on parle de l'efficacité. Hein, tu vois, quelqu'un fait 1 hectare, il investit sur 1 hectare, il met les machines sur 1 hectare, il met les engrais d'1 hectare, il met la sémence élite d'1 hectare, mais ne récolte en réalité, selon les potentiels de la sémence, que sur 30 arts. C'est une perte. Et ce n'est pas intéressant de faire une activité comme ça. Parce qu'au départ, l'agriculture, c'est l'activité économique par excellence. On fait l'agriculture, c'est pour avoir la nourriture, mais surtout pour avoir l'argent. Pour gagner. Pour gagner, oui. Mais si vous ne gagnez pas, vous investissez, vous ne gagnez pas. Vous êtes en train de consommer votre capital. Et ce n'est pas intéressant. Moi, je connais actuellement, comme l'année passée, il y a des gens qui ont fait 1 hectare de maïs, ils n'ont récolté que 22 sacs. Le 22 sacs, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut rentabiliser ça. Et pourquoi les techniques ne suivent pas? Est-ce extrêmement, ça a un coût qui serait élevé? Ou c'est par manque de toutes les compétences nécessaires pour ceux qui s'élancent dans ces secteurs? C'est une question énorme. On a en long et en large exposé ça dans les livres, qu'on invite tout le monde à venir lire. Il y a des conseils, il y a des avis qu'on doit prendre en compte. On doit prendre en compte. Voyez-vous, on n'est pas toujours obligé d'utiliser les engrais chimiques qui peuvent coûter très cher. Il y a des techniques où on peut diminuer le coût de production. En diminuant le coût de production, on gagne. Et qui a raconté au Haut-Katanga qu'il n'y a que le maïs à manger? Il y a la pomme de terre, il y a les bananes plantains, il y a les patates douces, il y a le sorgho, il y a le millet, il y a l'igname. Et les gens sont beaucoup plus focus sur où sont parties ces cultures-là? Qui sont moins... Peut-être que c'est lié à la consommation massive. C'est ce qu'on raconte. Imagine-toi, tu manges le matin la bouillie de maïs, à midi, tu manges le foufou de maïs,
Le soir, tu manges encore le foufou de maïs. Je doute fort que tu aies atteint la sécurité alimentaire. Donc la sécurité alimentaire dont on parle, c'est manger ce qu'on veut pour compléter un besoin de l'organisme. Voyez-vous? Donc, si tu as besoin de manger des bananes, tu manges des bananes. Tu as besoin de manger autre chose, tu manges. On n'est pas esclave de maïs. Nous ne sommes pas obligés de produire seulement le maïs. Bien que le maïs soit facile à produire, mais le coût de production, on doit travailler sur ça. Donc, le grand frein dans la production de maïs, c'est le coût de production. On injecte plus de capital, mais on en récolte moins. Mais la patate douce, par exemple, vous injectez moins, vous récoltez. Ça, c'est des stratégies qu'il faille découvrir et tenter d'exploiter. Oui, là je parlais de la diversification de l'agriculture. C'est que si vous mangez même le foufou de maïs, auquel on a mélangé le manioc, vous réduisez de moitié la dépendance en maïs seulement. Comment tu peux expliquer ça? S'il vous faut d'acheter un sac de farine de maïs de combien? 70 000 francs. Mais vous, au lieu d'acheter le 25 kilos, vous achetez 10 kilos, vous achetez un peu de farine de manioc, vous achetez un peu de réserve de patates douces. Vous équilibrez. Vous équilibrez. Et vous avez réduit sensiblement le gaspillage de l'argent. Alors, parmi les difficultés auxquelles font face très souvent les agriculteurs, figure cette menace. À chaque fois qu'il y a des sites miniers, les agriculteurs sont obligés de s'éloigner davantage de leur village et donc leurs terrains sont dans la plupart des cas envahis par le site minier. Ça, c'est un problème, mais il n'est pas encore déterminant. Pour moi, je vois que c'est que l'espace que tu as puisse te rendre suffisamment. Tu vois? Nous ne sommes pas en train de faire la promotion, d'étendre jusqu'à l'infini les cultures, mais nous voulons promouvoir une production rentable sur une petite espace. L'efficacité dans le rendement. Oui. J'ai fait une étude à Sakanya. J'ai fait des traitements où je donnais aux gens l'engrais, j'ai donné la sémence, j'ai donné tout, et les gens ont cultivé. Mais je me suis rendu à la fin de cette étude que ceux qui avaient produit 2 tonnes par hectare avaient très bien produit par rapport à ceux qui ont produit 3 tonnes par hectare. En faisant des calculs économiques, vous verrez que ceux-ci ont investi plus, mais ils ont gagné moins. Tandis que l'autre a investi en moyenne, mais il a gagné plus. Alors, il se pose aussi un problème de routes de désert agricole. Dans les milieux reculés, c'est vrai, on produit, mais comment acheminer tous ces produits dans le centre de consommation? Bon, tu fais... selon mes observations, l'agriculture doit faire l'objet d'une planification systématique. On doit dire, par exemple, à Lubumbashi, nous avons besoin de 1 million de tonnes de maïs. C'est ça le point de départ. Mais pour avoir le 1 million de tonnes de maïs, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut importer tel intrant, ou bien produire localement tel intrant, produire localement telle sémence. On doit avoir besoin des camions pour amener la nourriture. On doit avoir besoin des routes pour acheminer. Et maintenant, tout ce plan-là, on essaie de le mettre en place, on l'exécute bien, et vous verrez qu'on aura une solution. Et qu'est-ce qui manque pour que toutes ces stratégies soient mises en exergue afin de promouvoir ces secteurs? Rien ne manque. Est-ce la volonté politique? Rien ne manque parce qu'on a des ingénieurs agronomes qui sont là, on a des économistes qui sont là, il y a la santé qui est là. Voyez-vous, attendez, je vais vous dire quelque chose. L'agriculture ne peut pas être prise indépendamment d'autres disciplines. Il y a toute une gamme. Attention. Moi, j'ai fait l'agriculture dans mon expérience de Sakanya là-bas. J'ai regardé. Il faut produire le maïs.
Mais qu'est-ce qu'il faut produire le maïs? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut premièrement que le producteur soit en bonne santé. Que je lui donne une bonne eau, que je lui donne une bonne santé, pour qu'il ne souffre pas. J'ai fait des postes de santé, j'ai fait des forages. Il faut également bien stocker leurs produits. Je suis venu avec des stacks pour stockage, des produits insecticides. J'ai construit même un dépôt. Avec ça, le peu que j'ai essayé de mettre ensemble, on a une bonne production. On a eu amené le maïs de Sakania à Lubumbashi par train. Le train loué par les agriculteurs. Et là, cette politique devrait être beaucoup plus faire objet d'une appropriation par les décideurs pour qu'ils ne rencontrent pas de difficultés. Surtout par les agriculteurs. Ont-ils des moyens conséquents pour nourrir toute cette masse populaire? Puisque vous veniez de parler des statistiques. Oui. Les agriculteurs, à eux seuls, peuvent relever le défi. Bon, c'est pas de la magie. C'est pas de la magie. Je sais que c'est difficile avec les conditions actuelles. Si par exemple, dans chaque parcelle à Lubumbashi, on a un petit jardin de légumes. Dans les temps, ça existait. Derrière chacune de maisons, voilà, un peu de jardin. Ouais. Là, c'est inexistant. Cette culture serait déjà dépassée. Voilà. Un art de légumes dans la parcelle, on n'aura pas importé la tomate de la Zambie. C'est seulement dans les parcelles, on aura à résoudre ce problème de tomates. De même, si chaque agriculteur peut avoir un bon 20 arts, 60 arts de maïs bien fait, dans des meilleures conditions, exigées par la sémence, on va résoudre le problème là. Et pourquoi c'est pas fait? Pourquoi il y a cette disparition de cette... Voilà le pourquoi de ces livres. Il faut lire le livre et comprendre. Le livre vient d'apporter des solutions pragmatiques au sein de la société. Adaptées à nos conditions. On n'exige pas d'amener les grands tracteurs, on n'exige pas d'amener des grandes machines. Si par exemple le petit agriculteur a son petit motoculteur, il peut produire assez. Bien sûr, je ne néglige pas les grands tracteurs, on en a besoin aussi. Et surtout pour l'exportation. Et quelque chose de criant aussi, une ville comme Lubumbashi devrait avoir un stock d'aliments de réserve. Ce qui n'est pas le cas. Mais nous sommes en train de survivre alors. Combien de risques nous courons? Voilà. Pour l'agriculture okatangaise, je propose qu'on ait la maîtrise de l'eau, d'irrigation, qu'on ait une connaissance du sol sur lequel on pratique. Le sol demande quoi? Demande le maïs, demande le manioc, demande quoi? Toute cette relation-là doit être présente avec l'irrigation, avec la bonne santé. Les gens mangent sans fort. Je pense qu'on peut résoudre beaucoup de problèmes. Et là, la population ne mourra plus de faim. La Zambie ne sera plus productrice à une certaine hauteur. Non, ce qu'il faut savoir, c'est que la Zambie aussi importe beaucoup. C'est un pays de transit. Et toutes, je voulais dire quelque chose, je voulais m'arrêter. Bon, toutes les grandes techniques que vous voyez dans l'agriculture, ici, en Afrique, dans le monde, la plupart sont parties du Congo. Toutes ces grandes variétés que vous voyez, ils sont partis du Congo. Un jour, le président Mobutu était en Amérique latine. Il a vu une herbe qu'on appelait congolis. Il a dit, mais congolis comment? Il dit que cette herbe ici, que le vache mange avec appétit, vient du Congo, sélectionnée au Congo. Vous voyez la Côte d'Ivoire, on parle du café. Le café est venu du Congo. On parle de cacao, c'est venu du Congo. La Malaisie, on parle de l'huile de palme, c'est venu du Congo. Avec les recherches que les Belges ont fait avec l'INEAC. Mais si on peut se remettre dans la recherche et comprendre ce qu'on fait et pourquoi on le fait, je pense qu'on ne s'en tirera pas perdant. Est-ce que tout le monde est appelé à avoir un champ? Non. Il y a des agriculteurs. La société doit être structurée.
il y a des gens qui sont professionnellement agriculteurs. Il y a des gens qui sont professionnellement médecins. Il y a des gens qui sont professionnellement électriciens. Il y a des gens qui sont professionnellement mécaniciens. Donc c'est une profession. Mais il faut que les professionnels là soient bien encadrés, soient bien accompagnés. Comme je vois actuellement. Une question d'accompagnement. Comme je vois actuellement, le ministre actuel, on parle aussi de la politique actuelle. On parle de la révolution agressive de l'agriculture, prônée par le ministre Moïndo Zanghi, en vue de la revanche du sol sur le sous-sol, prônée par le président de la République. Ça sont de grandes solutions. Mais si les agriculteurs peuvent occuper aussi leur place là où la technique l'exige, ça fera une bonne chose. On ne souhaite pas que tout le monde fasse l'agriculture. Il y a des professionnels. Moi, j'ai fait l'agronomie. Voilà. J'ai ma place dans la société en tant qu'agronome. Le médecin a sa place dans la société en tant que médecin. Et chacun comme ça. Mais l'agronomie est mal comprise dans ce pays. L'agronome est mal compris. Moi, je travaillais quelque part, on m'a dit, non, tu vois, nos mamans ont cultivé depuis le temps immémoriaux, on a toujours produit, c'est pas parce qu'il n'y avait pas d'agronome. Mais l'agronome est là, c'est pour comprendre et améliorer cette production. Parce que moi, si je cultive ou bien j'élève, je le fais mieux que celui qui ne l'a pas fait. Et ce n'est pas en vain qu'il y a une faculté à l'université, qu'on appelle faculté d'agronomie. Si on pouvait vivre seulement des connaissances antérieures, des connaissances innées de l'agriculture, on n'aurait pas besoin de l'agronome. Alors cet ouvrage a quand l'efficacité et la précision dans l'agriculture du Haut-Katanga. Il y a deux concepts majeurs, l'efficacité et la précision. Avez-vous l'impression que ce sont les deux éléments qui manquent dans l'agriculture haut-katangaise? Exactement. Les techniques sont disponibles. Surtout avec l'Internet, il y a plusieurs techniques. Des techniques simples, prises des mains des agriculteurs. Ça existe. Des techniques de production simples, ça existe. L'efficacité, on importe ces techniques ici, on les applique selon les combinaisons appliquées ailleurs, ça ne va pas tout naturellement donner les mêmes résultats. C'est qu'on dit dans l'agriculture, il n'y a pas de techniques qui recouvrent une unanimité universelle. Chaque technique est appropriée à son endroit. Donc les techniques doivent être adaptées à nos conditions, doivent être comprises à notre condition pour qu'ils soient rentables. Donc il y a la précision. L'agriculture, ce n'est pas n'importe quoi. Quand on vous donne 25 kg de semences pour un hectare, c'est 25 kg, c'est la précision. Il faut utiliser 25 kg par hectare. On vous dit qu'il faut 5 sacs de ceci, et 5 sacs de ceci, c'est la précision. L'efficacité. Donc vous allez mettre ça, mais ça ne produit pas efficacement. Hein? On gaspille beaucoup. On va mettre d'engrais dans des sols sablonneux, on va mettre d'engrais dans des sols inondés, et vous gaspillez. Donc il n'y a pas d'efficacité dans votre production. Y a-t-il un public cible spécifique pour lequel l'ouvrage est destiné? Oui, le cible premier, ce sont des agriculteurs. Il a été écrit en français simple pour que tout le monde lise. Il suffit que vous avez un enfant qui a fait l'école primaire, il peut lire à son parent. C'est facile aux techniques mises sur pied. Donc vous parlez des agriculteurs d'abord? Là en bas, je commence en bas. Et puis, il y a les accompagnateurs. Ceux qui accompagnent les agriculteurs peuvent lire, parce qu'il y a des expériences d'accompagnement là-bas. Il y a les universitaires qui peuvent lire. Les professeurs peuvent s'inspirer. Bien compris. Alors votre les politiciens, ils peuvent aussi s'imprégner de toutes les techniques, coucher. Parce que là, moi en politique, je ne suis pas politique, mais j'ai accompagné les politiciens depuis 2000 dans la production agricole. Alors, pour ceux qui voudront avoir accès à cet ouvrage, comment l'obtenir?
L'obtenir, il y a... on expose ça chez les filles de Saint-Paul, ici en ville. C'est ça notre principal... Point focal. Point focal. On peut amener ici, si vous nous autorisez. Ouais. On peut amener aussi ici. Votre numéro de contact pour ceux qui voudront entrer directement en contact avec l'auteur. Ceux qui veulent entrer en contact avec nous, il y a plus 243 9 970 18 0 64. Vous pouvez réitérer? Plus 243 9 970 18 0 64. Messieurs, voilà. Pour Vodacom, je pense que les seuls numéros, c'est beaucoup mieux. Voilà, c'est beaucoup mieux. Pour faciliter à ceux qui nous regardent de vous joindre facilement. Messieurs Kabumba, vous avez un mot à placer parce que les temps est parti. Un mot à placer, c'est qu'on invite tout le monde à lire ces livres, ceux qui font l'agriculture. Okay. Pour arrêter de gaspiller. Pour comprendre ce qu'ils font. Pour qu'on investisse de façon efficace. Parce que ce qu'on perd, c'est beaucoup d'argent. Mais si on comprenait ce qu'on faisait, on le faisait sur des petits étendues correctement, on va gagner. La rentabilité sera au rendez-vous. Oui. Je rappelle, vous êtes agronome. Ingénieur agronome. Ingénieur agronome, messieurs. Maintenant élu président du conseil provincial de l'Ordre national des ingénieurs agronomes du Congo. Merci bien, messieurs Kabumba, Mouyembe et Gulin. Oui. Nous souhaitons bon vent à cette œuvre de l'esprit et surtout bonne chance pour ceux qui liront cette œuvre de l'esprit. Et à vous, nous disons merci d'être venus. Merci beaucoup. Merci à vous qui nous avez suivis à travers le monde. Nous vous retrouvons très prochainement avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien et à très vite. Merci. Merci.